Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter les aphorismes de Sanctorius. Donc Sanctorius ou Santorio Santorio, c'est un médecin italien du 16e-17e siècle, donc des années 1500-1600. Et suite à ses expériences, donc il a écrit un ouvrage qui s'appelle La médecine statique de Sanctorius, ou l'art de conserver la santé par la transpiration. Et il a été traduit en français en 1722. Donc là on en voit la couverture. Donc dans son livre, il a répertorié toutes ses connaissances sous forme d'aphorismes qu'il a classés en différentes sections. Donc là on voit ici la première section du poids de la transpiration insensible. Alors comme vous le voyez, c'est de l'ancien français, donc ça va être compliqué de le lire ici. Heureusement on le retrouve ailleurs dans d'autres ouvrages, et donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors tout d'abord on va se pencher sur ce qu'est exactement un aphorisme. Donc là on en a la définition dans le Larousse. Donc c'est une phrase, sentence, qui résume en quelques mots une vérité fondamentale. Exemple, rien n'est plus beau que le vrai. Dans Wikipédia, on nous dit aussi l'aphorisme est un énoncé autosuffisant. Il peut être lu, compris, interprété, sans faire appel à un autre texte. Un aphorisme est une pensée qui autorise et provoque d'autres pensées, qui fraye un sentier vers de nouvelles perceptions et conceptions. Même si sa formulation semble prendre une apparence définitive, il ne prétend pas tout dire, ni dire le tout d'une chose. Ensuite, on va aller faire un tour donc sur sa page Wikipédia, notamment pour prendre connaissance de sa philosophie au travers de sa profession de foi, donc qu'il a fait dans un livre, où il dit « Il faut croire d'abord à ses sens et à l'expérience, et ensuite au raisonnement, et seulement en troisième lieu, à l'autorité d'Hippocrate, de Galien, d'Aristote et d'autres excellents philosophes. » Alors donc ensuite on va se rendre dans le livre Histoire de la médecine et des doctrines médicales, tome 2. Donc c'est un ouvrage qui a été publié en 1873 d'Eugène Bouchu. Et donc on va se rendre au chapitre du système iatromathématique et mécanique en Italie, ou iatromécanisme cartésien. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que la iatromécanique, elle est née de la vision de l'homme-machine qui a été repris par Descartes, c'est-à-dire qu'on voit le corps humain comme une machine. On peut prendre par exemple l'exemple d'une voiture, donc qui a besoin à la fois du carburant pour fonctionner, et puis que l'évacuation de ses rejets fonctionne bien, et également cela prend en compte les paramètres extérieurs, dont la température, l'humidité, donc tous les facteurs externes pour que la machine fonctionne correctement. Alors on va commencer la lecture. Donc Sanctorius de Capodistria. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Capodistria, donc c'est en Slovénie, c'était rattaché à Venise à l'époque, est certainement l'un des premiers qui ait fait l'expérience de la physiologie mathématique et précise. C'est évidemment le précurseur de la doctrine iatromécanique. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire avec soin ses remarquables travaux de médecine statique sur la transpiration cutanée, sur la vitesse du pouls déterminée au moyen d'un pulsilogue, sur la chaleur morbide appréciée au thermomètre et sur le système de pesée fait régulièrement sur lui-même pendant de nombreuses années pour calculer, d'après le poids du corps, celui des aliments et des boissons, celui des excréments et des urines, le poids de la transpiration insensible. Il a introduit le calcul dans la physiologie au point de donner à ses expériences une précision vraiment mathématique et de fixer rigoureusement certains points d'hygiène, mais il n'a rien laissé d'important relativement à la médecine proprement dite. Voici d'ailleurs le résumé de ses travaux qui a été très bien présenté par Tourtel.
Histoire de la médecine, tome 2, page 370. Sanctorius. Sanctorius, né en Italie l'année 1561, fut successivement professeur à Padoue et à Venise, où il mourut en 1636 à 75 ans. Ce fut un des médecins anatomistes qui, par l'expérience, contribuèrent le plus au progrès de la physiologie. Il pesa tous les jours pendant plus de 40 ans ses aliments, ses boissons, ses urines et ses excréments, et il établit ainsi que là où il vivait, le corps perdait en 24 heures 5 livres de son poids par la perspiration, donc il faut traduire ça par transpiration insensible, que cette quantité varie selon la température, selon le lieu et les climats. D'après son livre La médecine statique, donc celui qu'on a vu tout à l'heure, on voit que la transpiration insensible qui se fait par la peau et par les poumons est plus considérable à elle seule que toutes les évacuations sensibles prises ensemble. Lorsque chaque jour le corps revient au même degré de pesanteur parce qu'il transpire également, la santé se conserve sans altération. Elle décline, au contraire, lorsque le corps conserve son poids ordinaire par une plus abondante évacuation des excréments ou des urines que de coutume. Mais si, au bout de quelques jours, le corps ne recouvre pas son poids ordinaire, soit par une transpiration copieuse, soit par d'autres évacuations sensibles, il faut s'attendre à la fièvre ou à quelques autres maladies prochaines. Plus la transpiration est pure, c'est-à-dire dégagée de sueur, plus elle est saine. Se sentir le corps pesant quand il est léger à la balance est l'annonce d'une dissipation mauvaise et différente que de se sentir pesant quand on l'est en effet. Au contraire, se sentir léger quand on est plus pesant à la balance, c'est un signe qu'on jouit d'une santé parfaite. La douleur de tête ou de quelques autres parties du corps diminue la transpiration. De légers purgatifs ne diminuent pas sensiblement la transpiration. Il n'en est pas de même des forts purgatifs. Ils l'empêchent, ou du moins la diminuent considérablement. Dans les jeunes gens d'une bonne santé et qui vivent sobrement, le corps s'accroît tous les mois de 2 ou 3 livres. Quelquefois, vers la fin du mois, ils ont la tête pesante et ils éprouvent plus ou moins de lassitude et d'abattement. Mais bientôt, une éjection d'urine, un peu de trouble, ou quelques autres évacuations les rétablit dans leur état ordinaire. Les principales causes qui diminuent ou arrêtent la transpiration sont le froid humide, les aliments gluants et visqueux, le jeûne, la frayeur, l'insomnie et les évacuations trop abondantes. Les jeunes gens transpirent plus que les vieillards, et la quantité de la transpiration varie selon les tempéraments, le régime, les saisons et les climats. Sanctorius conseille de calculer exactement chaque jour combien on a perdu par la transpiration. Voici comment, selon lui, il faut s'y prendre pour se conserver en santé, jusque dans l'extrême vieillesse. Après avoir copieusement soupé, on examine combien au bout de 12 heures le corps a perdu de son poids par la transpiration. Je suppose qu'on en ait perdu 50 onces. Et donc là, 50 onces, donc il nous dit c'est environ entre 1 kg et 1,6 kg. Une autre fois, il faut se peser le matin, quand on n'aura ni soupé la veille, ni fait aucun excès dans le dîner précédent. Je suppose qu'on est perdu par la transpiration 20 onces. Donc 20 onces, ça correspond à 600 grammes. Cela posé, il faut s'astreindre à une diète, à un exercice, à un usage modéré de 6 choses non naturelles qui procurent une transpiration moyenne entre 50 et 20 onces. Et en se mettant journalement à ce poids, on atteindra, dit Sanctorius, l'âge de 100 ans sans infirmité. Mais outre que ce serait un assujettissement extrême que de vivre selon cette méthode,
il faut que l'auteur lui-même n'ait pas pu la pratiquer, car il est mort à l'âge de 75 ans. Kyle a prescrit une autre règle. Il veut, avec raison, que l'appétit naturel et non désordonné soit la mesure de la diète. Par ce moyen, on n'aura pas besoin de se peser chaque jour pour déterminer la quantité d'aliments et de boissons qu'on doit prendre. La nature ne demande que ce qu'il lui faut. Elle ne demande ni plus ni moins. Gorté et tous les médecins philosophes sont de ce sentiment. Il faut, outre cela, faire chaque jour de l'exercice et user avec modération des choses nécessaires de la vie. Chacun peut éprouver la bonté de ce conseil par sa propre expérience. Donc là, on va passer à la deuxième section de ces aphorismes, de l'air. La transpiration est notamment diminuée dans un air froid, pur et sain. Mais le corps y gagne de la force et cette diminution de la transpiration n'est pas ordinairement nuisible. Elle est d'ailleurs supplée par les urines ou d'autres évacuations. Au contraire, dans un air humide et malsain, non seulement la transpiration est retenue, mais les fibres sont relâchées. Et il peut résulter de ces effets beaucoup de désordres et d'accidents. L'air des villes est en général moins bon que celui de la campagne. Chargé d'une plus grande quantité de vapeur, il favorise moins la transpiration et particulièrement émousse l'appétit. L'air froid et le bain froid échauffent les corps et les rendent plus légers. C'est le contraire pour les gens faibles et délicats qui deviennent plus froids et plus pesants. Et plus ce froid est soudain, plus il est dangereux. Donc bon là, si vous comprenez bien, si on traduit, ça correspond au fait d'attraper froid en hiver. Une pluie continuelle est plus malsaine que la sécheresse. On éprouve plus de lassitude en été qu'en hiver, quoiqu'on soit plus léger à la balance d'environ 3 livres, mais parce que l'air chaud relâche et affaiblit. De toutes les saisons, l'automne est la plus malsaine, parce qu'on passe brusquement d'une température chaude à une froide, et que la transpiration est facilement arrêtée. Pour éviter cet inconvénient, il faut se tenir bien habillé et user d'un régime convenable. En général, il ne faut pas quitter ses vêtements d'hiver trop tôt, au printemps, ni les reprendre trop tard en automne, autrement on court le risque d'avoir la fièvre en été et des fluxions en hiver. Alors, on va passer maintenant à la lecture donc, de la troisième section, des aliments et des boissons. Le corps transpire peu lorsque l'estomac est trop rempli, comme lorsqu'il reste trop longtemps sans recevoir des aliments. L'excès dans les aliments est nuisible à ceux qui prennent peu d'exercice. Il convient à ceux qui en prennent beaucoup de manger davantage que les premiers. En général, la nourriture doit être proportionnée à l'exercice de chaque jour. Les aliments qui pèsent le moins l'estomac sont ceux qui sont les plus aisés à digérer et qui sont les plus perspirables. On transpire peu quand on se couche sans souper, fois qu'on ait appétit. Si on le fait souvent, on court risque d'avoir la fièvre. La chair des jeunes animaux, le mouton et le pain de froment bien fait fournissent une nourriture légère et facile à digérer et excitent la transpiration. Lorsqu'on a mangé 4 onces d'un aliment fort et nourrissant, tels que sont le porc, l'anguille ou quelques poissons gras, le corps paraît plus pesant que si on avait mangé 6 onces de quelques aliments qui nourrissent moins, comme du poulet, des oiseaux, etc. En général, la digestion difficile rend la transpiration lente et embarrassée. Une grande quantité de nourriture, prise à la fois dans un seul et même repas, cause plus de pesanteur et de malaise qu'une plus grande prise en 2 fois. On ruine insensiblement sa constitution en ne faisant qu'un repas par jour, quelque quantité d'aliments qu'on y prenne. Lorsqu'on mange plus qu'on ne peut digérer, on est moins nourri et on maigrit ordinairement. Le vin d'une bonne qualité et pris modérément
favorise la digestion et la transpiration. Un grand feu en hiver augmente la transpiration, de même que le soleil en été. Alors maintenant, donc, on va passer à la 4e section, du sommeil et de la veille. Selon Sanctorius, un sommeil tranquille est très favorable à la transpiration dans les personnes saines et robustes. Souvent, elle donne 50 onces en 7 heures, c'est-à-dire 2 fois plus autant que la veille. Donc là, quand il parle de la veille, en fait, c'est l'état de veille par rapport à l'état de sommeil. Mais d'après l'étape de Keil et les expériences de Gorter, la transpiration nocturne est à peine de 16 onces et en Hollande, comme dans la Grande-Bretagne, on transpire plus de jours que durant la nuit. Après le sommeil nocturne, le corps est plus léger, tant parce que les forces ont été réparées que parce que l'on est débarrassé du fardeau de la transpiration. Tout ce qui empêche le sommeil arrête la transpiration. La transpiration est plus dérangée par un vent frais du midi durant le sommeil que par un grand froid pendant la veille. Le changement du lit diminue la transpiration. Le sommeil trop long rend le corps froid, pesant et stupide. L'usage du vin facilite la transpiration, son excès y met obstacle. Donc maintenant on va passer à la 5e section, de l'exercice et du repos. Un exercice immodéré donne au corps de la légèreté et de la vigueur et favorise la transpiration. Le trop long repos diminue et arrête la transpiration. De violentes agitations du corps et de l'âme, soutenues longtemps, accélèrent le vieillissement et hâtent la mort. L'exercice du cheval augmente la transpiration, surtout dans les parties supérieures. Le trot est le galop dans un chemin rude. L'exercice le plus violent et le plus malsain, outre qu'il précipite la transpiration et qu'ils font transpirer des matières crues et non préparées, ébranle trop le corps et surtout les reins. La promenade favorise plus la transpiration que toute autre espèce d'exercice. La danse modérée la facilite encore davantage et il est un des exercices les plus sains. L'exercice est le remède le plus efficace pour rétablir la transpiration. 6e section. Des plaisirs de l'amour. L'abstinence entière et l'excès dans les plaisirs de l'amour sont nuisibles à la transpiration, mais surtout le dernier. L'excès débilite l'estomac, diminue la chaleur naturelle et la transpiration. Il est encore plus pernicieux en été qu'en hiver, parce qu'en été la digestion se fait moins aisément. On reconnaît qu'on ne s'est point excédé quand on n'éprouve ni faiblesse, ni fatigue, ni abattement, et que le corps est alerte et vigoureux. Le moindre excès dans ce genre est très funeste au vieillard. Alors ensuite on va passer à la 7e section, des passions. La joie et la colère augmentent la transpiration, la douleur et la crainte la diminuent. Les autres passions agissent selon qu'elles participent plus ou moins de celles dont nous venons de parler. Les maladies qui sont l'effet des passions se guérissent par des passions contraires. Néanmoins, il convient aussi de favoriser ou d'affaiblir la transpiration selon l'exigence des cas par le moyen des remèdes les plus propres à produire l'un ou l'autre effet. Les aliments légers et faciles à digérer augmentent la gaieté et la transpiration. Ceux qu'on digère avec peine diminuent la transpiration et causent la mélancolie. Il est utile à la santé d'être agité tour à tour par différentes passions. La transpiration en est plus grande et la santé meilleure qu'être constamment enchaîné à la même passion, quelque agréable qu'elle soit. Il en est de même des études. Voilà, donc nous sommes arrivés donc à la fin du résumé des aphorismes de Sanctorius par Eugène Bouchu, donc l'auteur de Histoire de la médecine et des doctrines médicales. Et donc maintenant, il va donc nous exprimer ce qu'il en a pensé. Donc là, il nous dit:
Ce travail de physiologie expérimentale est des plus remarquables et a été vérifié par un assez grand nombre d'observateurs. Dodard, médecin français, répéta les expériences de Sanctorius pendant 33 ans. Jacques Cale fit de même pendant 1 an. Ainsi, Grother en Hollande, Jean Hemminck dans la Caroline méridionale, à Charleston, et dans plusieurs autres pays, de sorte qu'on peut considérer comme bien acquis les résultats si curieux publiés par Sanctorius. C'était le temps où, sans parler à tout propos de la médecine expérimentale et de l'expérience comme de nos jours, on faisait de nombreuses expérimentations d'où sont sorties la circulation sanguine et lymphatique et d'autres découvertes physiologiques de premier ordre. Alors maintenant nous allons voir ce que Sanctorius a apporté par rapport à Hippocrate, qui l'a précédé et dont il était le disciple, et ensuite l'influence qu'il a eue sur la médecine plus tard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hippocrate, il a donné énormément d'importance aux facteurs extérieurs dans le développement des maladies, au point qu'il a écrit un traité qui s'intitulait Des airs, des eaux et des lieux. Donc il donnait beaucoup d'importance aux facteurs climatiques, dans la survenue des épidémies par exemple. Et donc on va voir ça en se rendant sur sa fiche Wikipédia. Donc ici on nous dit « Les auteurs antiques avaient pressenti l'existence de cette perspiration, mais ils ignoraient totalement son ordre de grandeur, ses rapports avec les excrétions visibles et ses éventuels facteurs de variation. » Et ensuite on nous dit « Constatant que la transpiration insensible varie selon la chaleur, l'humidité et le vent, Sanctorio met au point et utilise le thermomètre, l'hygromètre et l'anémomètre. » Et donc là, ici, on voit illustrer la balance qu'il a mis au point et qui lui a permis d'effectuer des pesées entre ses prises d'aliments et évacuation de ses déchets pour pouvoir établir des rapports entre eux et en faire des déductions. Et donc, il a influencé la médecine par la suite jusqu'au moins au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, au point qu'on retrouve ces constats dans la définition de la grippe, donc dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert de 1751 à la définition de catarrhe, qui est l'ancien nom de la grippe. Et donc là ici on le voit écrit en français et traduit en français actuel. On nous dit donc les causes éloignées du catarrhe sont tout ce qui peut occasionner la surabondance de l'humeur des glandes dont j'ai parlé ci-dessus, comme la suppression ou la diminution de la transpiration, en sortant d'un endroit chaud et passant subitement dans un lieu froid, en s'exposant à un vent violent, soit à pied, soit à cheval, en chantant ou en criant dans un lieu exposé au grand air. Le traitement de cette maladie consiste dans le rétablissement de la transpiration par les boissons abondantes d'infusion ou de décoction de plantes légèrement sudorifiques. Donc sudorifique, ça veut dire que ça provoque la transpiration. La boisson abondante d'eau tiède suffit quelquefois à parvenir à ce but. On y mêle cependant quelques cuillerées de sirop, comme celui de capillaire, de guimauve et autres de cette espèce. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que cet exposé vous aura plu. Voilà, je vous dis à très bientôt.